Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Société, l'émission de la rédaction pour débattre, discuter et réfléchir sur les grands enjeux qui touchent notre environnement, nos vies et qui font aussi l'actualité. L'environnement, il en sera d'ailleurs largement question durant cette émission puisque nous allons voir comment les collectivités territoriales peuvent lutter contre le réchauffement climatique. Tout le monde connaît forcément les accords internationaux qui fixent le cadre pour limiter ce réchauffement climatique. On pense évidemment à la COP 21, mais on sait beaucoup moins aussi que les collectivités se dotent d'outils pour réduire par exemple leurs émissions de gaz à effet de serre. D'ici la fin de l'année, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sera dotée d'un PCAET, un plan climat-air-énergie territorial. De quoi il s'agit? Quels sont ses objectifs, ses conséquences pour les citoyens, les entreprises, les associations locales? Nous allons discuter avec nos invités autour de la table. Bertrand Houillon, vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, en charge du développement durable notamment. Véronique Houssin, responsable du projet PCAET pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Et enfin, Jean-Paul van der Linden, professeur à l'UVSQ et membre de l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines aussi. Bonsoir et bonjour à tous les trois. Avant d'évoquer ce sujet climatique, je vous propose de regarder plusieurs modules et quelques minutes en lien avec notre thématique et qui permettront de mieux cerner les effets du réchauffement climatique, ses impacts et les moyens aussi mis en place pour lutter contre. Regardez. Nature égale futur. Des fourmis bien orientées. Ces fourmis qui vont et viennent sont à la recherche de nourriture. Elles sont un peu comme des têtes chercheuses qui explorent de nombreux chemins dans tous les sens, puis retournent vers leur colonie. À première vue, tout cela semble très désordonné. Mais en vérité, ces fourmis communiquent ensemble de façon très intelligente afin d'optimiser leur déplacement. Ces méthodes d'optimisation ne pourraient-elles pas être utiles à nos propres déplacements ? Chez les fourmis, il y a une division des tâches et donc il n'y a que certaines fourmis qui vont participer à la recherche de nourriture. Et ces fourmis qui sortent à l'extérieur du nid, on les appelle des fourrageuses. Vous pouvez tout à fait tomber sur une fourmi toute seule qui va partir dans différentes directions. On a l'impression qu'elle ne sait pas où elle va. Et c'est vrai, elle ne sait pas où elle va. Elle est en train de chercher de la nourriture. Mais si elle trouve de la nourriture, elle peut repartir en suivant le chemin qu'elle a suivi au départ. Et là, elle va poser sur le sol des phéromones. Alors les phéromones sont des substances chimiques qui servent à la communication entre les individus et ça sert également à recruter des congénères dans la colonie pour qu'elles sachent où se trouve la source de nourriture. Si on prend deux chemins, un long et un court, une fourmi va mettre plus de temps à faire le trajet le plus long. Donc si on prend un laps de temps donné, il est clair que le chemin le plus court aura vu beaucoup plus de passages de fourmis que le chemin le plus long. Et comme à chaque fois la fourmi va marquer la piste, eh bien au bout d'un certain temps, il y aura beaucoup plus de marques chimiques sur le chemin le plus court que sur le chemin le plus long. Alors là, on va parler d'intelligence collective parce que typiquement, quand elle prend la piste, elle ne sait pas que c'est le chemin le plus court. Elle, tout ce qu'elle sait, c'est que c'est le chemin qui sent le plus fort. Parce qu'il y a le plus de phéromones sur la piste. Cette intelligence collective qui permet à la colonie de fourmis d'accéder plus rapidement à une source de nourriture est aussi appelée intelligence en essaim. Eh bien, les chercheurs, à la fois informaticiens et mathématiciens, ont commencé à s'intéresser au comportement collectif des fourmis dans les années 90, essentiellement en étudiant leur comportement pour en tirer des algorithmes d'optimisation. Un algorithme d'optimisation n'est pas une équation mathématique. C'est un ensemble de règles qu'on va donner à un ordinateur pour qu'il exécute toute une série de tâches qui vont aboutir à trouver une solution optimale. L'algorithme de colonie de fourmis fonctionne sur une imitation du comportement des fourmis. Ces algorithmes d'optimisation ont tout d'abord été utilisés pour résoudre ce qu'on appelle des problèmes de chemins optimaux dans un graphe, c'est-à-dire de trouver le chemin le plus court qui relie des points entre eux. Ce type d'algorithme est utilisé lorsque le nombre de possibilités est astronomique et qu'il serait hors de question d'essayer de les tester une par une. Parmi les applications très élaborées de cet algorithme, il y en a une que de nombreuses personnes utilisent quotidiennement sans le savoir. C'est le GPS.
C'est donc grâce aux fourmis que nous arrivons à nous déplacer de façon optimale. Nous avons tout d'abord commencé à travailler dans tout ce qui concerne l'optimisation de routage en général, c'est-à-dire de chemins les plus courts pour organiser soit la collecte des déchets, soit la distribution du courrier. Sur une tournée de collecte des déchets où, par exemple, il est nécessaire de faire 100 tournées, nous prenons en compte toutes les contraintes de collecte monolatérale, bilatérale, d'utilisation de types de camions différents, de nécessité d'aller vider le camion quand celui-ci est plein, pour être mise dans le logiciel et ensuite être optimisé par rapport à un certain nombre de critères qui sont essentiellement la durée de la collecte et le nombre de kilomètres parcourus. Et bien, grâce à l'utilisation de notre logiciel et de ce type d'algorithme, on peut économiser entre 10 et 20 tournées, c'est-à-dire 10 et 20 équipes et 10 et 20 camions. Ce gain économique s'accompagne de plus d'un gain écologique. Nous avons donc un impact à la fois sur la consommation de carburant, mais également sur le taux d'émission des gaz à effet de serre qui diminue grandement par le moindre nombre de camions et par le moindre nombre de kilomètres parcourus. Ce qui est bien évidemment non négligeable quand il s'agit d'optimiser les choses pour une collectivité locale par exemple. Les sociétés d'insectes ont une capacité à résoudre d'une manière très souple des problèmes quotidiens très variés et nombreux. Les abeilles et les termites fournissent elles aussi d'autres modèles d'intelligence collective pour concevoir des algorithmes d'optimisation. Et on peut même s'inspirer du fonctionnement des organismes biologiques pour mettre au point des algorithmes biomimétiques. Nature égale futur. Des ailes dans la ville. Quand nous observons des insectes voler, nous ne faisons pas vraiment attention à la précision et à la qualité du battement de leurs ailes, car nous ne les voyons pas en détail. Pourtant, en les observant au ralenti, on réalise à quel point ces ailes se déforment sous l'effet du battement. Quelles sont les forces en jeu entre ces structures et le milieu environnant ? Et comment pourrait-on adapter une telle capacité de flexibilité et de déformation ? En filmant ces insectes, typiquement des papillons ou des libellules, on s'est aperçu qu'il y avait des grandes déformations dans les ailes qui vraisemblablement les aidaient à voler. Les ailes, ce n'est pas d'objet rigide, et donc on sait qu'il y a une interaction entre l'élasticité de l'objet et la dynamique de fluide autour. Pour reproduire en laboratoire le vol de ces insectes et l'étudier, on a créé des insectes mécaniques, donc des gros insectes qu'on a fait voler entre guillemets en laboratoire, et en reproduisant l'élasticité des ailes par un matériau qu'on connaît bien et qu'on peut bien caractériser, à ce moment-là on peut faire des vraies mesures sur des insectes qui sont autopropulsés mais mécaniques. Sur l'insecte mécanique lui-même, nous avons des ailes de différentes rigidités. Donc, c'est des ailes en plastique dont on peut faire varier l'épaisseur, et les différentes épaisseurs vont nous donner différentes rigidités. Et en variant la fréquence du moteur, on fait battre l'aile à différentes fréquences. Ce qu'on fait, c'est installer l'insecte mécanique dans un manège qui tourne à une vitesse des croisières. On a essentiellement travaillé sur la déformation des ailes, à quel point les ailes se déforment sous l'effet du fluide environnant. Cette équipe de chercheurs a réussi à analyser les nombreux paramètres des battements d'ailes d'insectes et à les traduire en équations mathématiques. Uniquement en déformant leurs ailes sous l'effet du fluide environnant, les insectes peuvent économiser jusqu'à 50% d'énergie avec un mécanisme qui est complètement passif, c'est-à-dire que sans que ça leur coûte quoi que ce soit. On a fait la démonstration que si vous pliez vos ailes pendant que vous êtes en train de voler, vous avez un profil qui est plus aérodynamique et qui s'adapte tout le temps aux turbulences qui sont autour. Et en faisant ça, le dissiper de l'énergie dans le fluide, on la garde pour soi et elle nous permet d'avancer. C'est comme ça qu'on économise de l'énergie. Cette capacité de stockage de l'énergie grâce à une plus grande flexibilité peut avoir de nombreuses applications. De la recherche sur les insectes est née une nouvelle recherche sur les éoliennes à pales flexibles. On s'inspire
Directement des travaux qu'on a fait sur les insectes, le vent qui vient frapper l'éolienne pour la faire tourner va déformer la pale. Et parce que la pale se déforme, les performances vont être améliorées. Ce laboratoire de physique collabore avec des élèves de l'École nationale supérieure de création industrielle afin de développer des éoliennes mieux adaptées au vent. On travaille un peu main dans la main, d'un côté scientifique et technique, et de l'autre côté, un côté d'insertion dans le tissu urbain de ces nouveaux objets. Les idées qui ont émergé, c'est par exemple le mobilier urbain, donc typiquement se servir des éoliennes pour alimenter des lampadaires. On espère très bientôt pour pouvoir faire des prototypes, et puis après, pourquoi pas, une commercialisation pour l'éolien personnel. Par vent faible, les éoliennes classiques ne fonctionnent pas. Il faut modifier leur angle en fonction de la vitesse du vent et de sa direction. Si au contraire, les pales d'une éolienne s'adaptent au régime du vent en se déformant, on pourra toujours récupérer de l'énergie. On peut donc imaginer demain de mini-éoliennes installées dans nos rues ou sur nos balcons qui fourniraient une électricité naturelle aux particuliers et aux collectivités. Savez-vous qu'il existe un lien entre ce champ de blé et ce futur bâtiment ? Entre nos forêts et l'isolation de cette maison, ce lien, ce sont les matériaux biosourcés. Mais au fait, c'est quoi un matériau biosourcé ? Il existe une définition réglementaire qui est issue du label bâtiment biosourcé qui dit qu'un matériau biosourcé est issu de la biomasse animale ou végétale. Ces matériaux ils sont issus soit de l'agriculture, de la sylviculture ou du recyclage, ça peut être aussi des matières recyclées. Une petite précision, quand c'est de l'agriculture, en fait c'est des coproduits agricoles, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas la partie de la plante qui est dédiée à l'alimentaire, on utilise vraiment la partie qui est aujourd'hui moins valorisée ou pas valorisée. Les matériaux biosourcés, on les utilise beaucoup pour le bâtiment. Il y a vraiment une grande diversité de produits, d'applications possibles sur le territoire français. Par contre, il y a plein d'autres applications, notamment dans la plasturgie, dans l'automobile, dans la cosmétique, dans la pharmaceutique. On peut les trouver dans la chimie du végétal. Donc il y a vraiment une valorisation de toutes les parties de la plante en coproduits, en sous-produits des végétaux. Dans ces matériaux, donc on a essentiellement 3 catégories. En fait, ils peuvent s'utiliser un peu partout dans le bâtiment, à la fois en gros œuvre, en seconde œuvre et en finition. Un projet biosourcé est-il compliqué à réaliser ? Un projet à base de matériaux biosourcés n'est pas nécessairement plus compliqué à réaliser qu'un bâtiment traditionnel réalisé avec des méthodes contemporaines de construction ou de réhabilitation. C'est compliqué dans le sens où il faut faire attention à des aspects technologiques importants, comme par exemple l'étanchéité à l'air. Ça, c'est un point sur lequel on ne peut pas déroger, mais qu'on soit en conventionnel ou en matériaux biosourcés, on va avoir exactement les mêmes problèmes. Donc, oui, c'est compliqué, mais pas plus. Quand on utilise un matériau, qu'il soit biosourcé ou pas, il faut prendre en compte ses caractéristiques thermiques, hydriques, etc. Et il faut adapter la conception et la mise en œuvre en fonction des matériaux qu'on utilise. Je crois qu'on est plutôt dans des techniques qui sont innovantes que dans des anciennes techniques, si ce n'est quand on en parle sur le bâti ancien pour les enduits chaud-chanvre par exemple qui font appel finalement aux mêmes techniques que les enduits. L'isolation par l'extérieur comme on peut le voir ici, on est sur des techniques contemporaines avec une ossature bois, un bardage bois et puis un isolant dessous. Que l'isolant soit une laine minérale ou une laine biosourcée, on va utiliser la même technique. C'est plus le choix environnemental d'aller vers des matériaux biosourcés qui va être important. Quant à la technique, non, on ne régresse pas, au contraire, on progresse. Quels sont les atouts des matériaux biosourcés ? Les matériaux biosourcés sont un des moyens de réduire l'empreinte environnementale du bâtiment. D'abord, ce sont des matériaux renouvelables à l'échelle de la durée de vie du bâtiment.
parce que ce sont des matériaux qui ont besoin de peu d'énergie au cours de leur transformation et de leur mise en œuvre, pour l'essentiel, et surtout parce qu'on sait que ces matériaux vont stocker du carbone lors de la croissance des végétaux, et donc vont stocker du carbone dans le bâtiment tout au long de la durée de vie du bâtiment. Alors les matériaux biosourcés sont pour moi les seuls adaptés au bâti ancien, parce qu'ils respectent une caractéristique fondamentale du bâti ancien qui est l'hygrométrie. Dans un bâti fait de terre et de pierre, il y a des transferts de vapeur d'eau, et les matériaux biosourcés qui sont hygroscopiques vont se charger en vapeur d'eau, vont la redonner à l'intérieur de la pièce ou à l'extérieur et permettront ainsi un fonctionnement qu'on appelle hygrothermique du bâtiment, qui est particulièrement intéressant pour améliorer le confort thermique du bâtiment en hiver et surtout pour respecter le confort d'été du bâtiment qui, si on l'isole trop, va perdre sa valeur fondamentale d'inertie qui permet en fait le confort d'été. Alors l'utilisation des matériaux biosourcés est venue assez naturellement pour nous à partir des questions de préservation du bâti ancien. J'ai d'abord travaillé pendant les premières années où j'étais au parc à partir de matériaux que j'appelle géosourcés, c'est-à-dire de la chaux, de la terre, la pierre, et puis du bois bien sûr qui compose une grande partie de ces maisons anciennes. Quand on s'est posé plus précisément les questions d'isolation de ces bâtiments, les matériaux biosourcés sont apparus petit à petit comme une évidence. On savait très bien depuis le départ que la laine minérale, de façon générale, ne convenait pas pour cette isolation, et donc on a utilisé les matériaux biosourcés. Quelle est la place des matériaux biosourcés dans la construction et la réhabilitation de nos bâtiments ? Alors, entre neuf et ancien, aujourd'hui, il n'y a pas de spécificité. En fait, il y a des matériaux biosourcés qui vont être très intéressants pour l'ancien, qui vont avoir des caractéristiques de régulation de l'humidité, de confort qui sont très intéressantes. Et on a aussi des matériaux qui sont très bien utilisés en neuf. Là, on a à chaque fois des solutions qui sont différentes, mais qui sont adaptées et à la rénovation et au neuf. C'est adapté au bâti, notamment des années 60, 70, 80. Ça permet, en les isolant par l'extérieur, d'atteindre un niveau de rénovation thermique très intéressant. C'est aussi un choix environnemental et architectural qui permet de relooker ces maisons comme un paquet cadeau, dans une isolation qui va être ici de la laine de bois qui est intéressante pour le déphasage, pour renforcer l'inertie de la maison et le confort d'été, et puis de faire un bardage bois qui fait une seconde peau, qui est aussi un matériau biosourcé. On a tendance à l'oublier quand on parle de matériaux biosourcés, ce n'est pas seulement les isolants, mais aussi le bois, qui va renforcer l'isolation elle-même de la maison. Quelles sont les précautions à prendre avec ces matériaux de construction ? Les principales pathologies qu'on va rencontrer pour les matériaux biosourcés, c'est la sensibilité à l'humidité et le risque incendie. Donc, au niveau de la sensibilité à l'humidité, on va l'avoir à deux moments. On va l'avoir en phase chantier, où là, il faut être attentif à la manutention, au stockage et à la mise en œuvre, de protéger les biosourcés de toute source d'humidité. Et puis aussi, pendant la vie du bâtiment, pendant l'occupation du bâtiment, il faut être attentif aux dégâts des eaux. Au niveau de la sensibilité à l'incendie, on a aussi une attention particulière à porter pendant la mise en œuvre, notamment de l'interface entre chantiers, où on peut avoir utilisation de chalumeaux dans le cadre d'une étanchéité à fer, par exemple, et ne pas être attentif à ne pas mettre une flamme chaude, donc en contact d'un matériau biosourcé. Et puis, pendant la durée de vie du bâtiment, il faut aussi être attentif au risque d'incendie dû à des échauffements qui peuvent être dus à des sources de chaleur, donc soit par exemple des spots électriques ou des conduits de fumée. Pour mettre un produit sur le marché, disponible sur le marché, on va devoir justifier de ses performances et encore une fois passer à travers l'arrêté de résistance au feu qui offre différentes possibilités. Donc soit on aura la capacité à justifier de sa performance à travers des approches de calcul, ou bien nous devrons passer par une justification expérimentale et réaliser des essais conventionnels. Dans le bâtiment, des risques existent, comme le développement de moisissures, ou encore la diminution de la résistance physique. Quels conseils donner pour les éviter ?
Le mieux est de rechercher les règles de l'art qui s'y réfèrent. Donc vous pouvez soit avoir des NFDTU, soit des recommandations professionnelles RAGE, soit des règles professionnelles acceptées par la C2P. Donc par exemple, en règle professionnelle pour les matériaux biosourcés, vous avez la construction en paille, remplissage isolant et support enduit, où vous avez également les exécutions d'ouvrages en béton de chanvre. Il y a deux notions clés dans la réglementation incendie. D'une part, la réaction au feu et d'autre part, la résistance au feu. La réaction au feu, c'est plus ce qui va permettre de classer les matériaux pour dire leur capacité à propager l'incendie et à contribuer en fait au développement du feu. L'autre notion, c'est la résistance au feu, qui va toucher l'oufforage, et en fait sa capacité à maintenir sa fonction. Soit une fonction porteuse, comme un mur porteur, un poteau, etc. Soit une fonction d'étanchéité au gaz, ou encore une fonction d'isolation, c'est-à-dire pour une paroi, un compartiment, c'est l'élévation de la température de côté de la face non exposée. Ce sont trois critères qui permettent de répondre à la résistance au feu. La réglementation incendie n'est-elle pas plus compliquée à respecter ? La réglementation incendie n'est pas plus compliquée à respecter avec les matériaux biosourcés à partir du moment où on a les éléments de preuve réglementaires, à savoir les essais conventionnels qui sont décrits dans l'arrêté de résistance au feu. Quel est le rôle de l'État ? Pour réaliser une bonne ACV d'un bâtiment, il est important de disposer de données fiables, de données précises, qu'on appelle les données environnementales, qui permettent de faire des calculs. Alors au niveau des matériaux biosourcés, il est certain qu'il est nécessaire de monter en puissance sur la production de ces données environnementales, de préciser aussi les scénarios de fin de vie qui sont nécessaires pour avoir des données environnementales les plus réalistes possibles. Et là, on est prêt à travailler avec les filières, justement, pour pouvoir produire plus de données environnementales et disposer d'un corpus technique suffisant pour justement asseoir les scénarios de fin de vie qui vont caractériser ces matériaux. Donc la DHUP a engagé des travaux avec les professionnels de la construction et les industriels des matériaux biosourcés pour identifier les freins réglementaires liés à l'utilisation de ces matériaux. Un certain nombre d'actions ont été définies et un groupe de travail lié à l'incendie a été créé. C'est Caribati qui anime ce groupe et qui s'appuie sur le CSTB et le CERIB pour formaliser en fait un programme de travail, déterminer en fait les essais qu'il faudrait mener pour mieux comprendre le comportement au feu des matériaux biosourcés et appréhender les performances de sorte à apporter les justifications réglementaires nécessaires. Y a-t-il des freins à l'utilisation des matériaux biosourcés ? Quand vous êtes maître d'œuvre ou entreprise, quand vous appliquez une technique, vous devez vérifier si cette technique est en technique courante ou pas. Au niveau du classement des assurances. Donc si elle est en technique courante, vous n'avez pas à faire de déclaration particulière à votre assureur. Si par contre vous utilisez un produit ou une technique qui n'est pas classée en technique par votre assureur, vous devez lui en discuter, c'est une question de gré à gré avec votre assureur. Mais ceci est la même chose que vous soyez pour un matériau biosourcé ou un matériau traditionnel à partir du moment où il n'est pas pris en technique courante par votre assureur. À la question de savoir si l'utilisation des matériaux biosourcés peut être impossible vis-à-vis du risque incendie, eh bien la réponse est bien évidemment non. Il y a toujours des solutions constructives pour permettre l'utilisation des biosourcés, que ce soit des calfeutrements, des plaques de protection, des parements, des systèmes d'obturation de lames d'air, etc. Vous avez un site internet, donc le site de l'Agence Qualité Construction, où vous allez voir la liste verte de la C2P qui vous donnera notamment tous les avis techniques classés en liste verte, sont donc considérés en technique courante par les assureurs et donc ne présentent pas de risque aggravé pour l'utilisation de ce type de produit. Et demain ? Aujourd'hui, on constate en fait que ces matériaux ils sont en pleine évolution. On est à peu près à une évolution au moins sur les isolants, là où on a des chiffres plus précis de 10% par an depuis 4 ans. Donc le marché se porte très bien même. Et c'est des matériaux qui sont de plus en plus utilisés justement parce que ça répond à une demande un peu sociétale déjà, et puis aussi à l'évolution de la réglementation et à des contraintes aussi qu'ont les industriels d'aller vers davantage de produits environnementaux. Voilà. Les matériaux biosourcés ont toutes leur carte à jouer dans cette réglementation qui est en train de se construire avec les acteurs, avec les industriels, puisque demain, on engage une expérimentation et la mise en place d'un observatoire. On va pouvoir avoir des retours terrain sur les outils d'analyse en cycle de vie qu'on a portés, un référentiel, énergie carbone, mais aussi des niveaux de performance qu'on a commencé à dessiner, des niveaux à atteindre, notamment sur l'acte de construire. Sur le volet carbone, on sait bien qu'ils ont une empreinte carbone plutôt bonne, mais aussi sur plein d'autres critères qui demain viendront se rajouter comme des indicateurs qui seront regardés dans le cadre de
cette préfiguration de la réglementation, des indicateurs liés à l'épuisement des ressources, des indicateurs liés à la production de déchets et à l'épuisement de l'eau. Là, on est sur des matériaux biosourcés très compétitifs vis-à-vis des autres solutions possibles. Nature égale futur. Des algues dans nos villes. 50 à 70% de la masse d'oxygène sur Terre est produite par les algues et les microalgues. Les microalgues sont des micro-organismes qui se développent dans l'eau douce ou l'eau de mer. C'est ce qu'on appelle aussi le phytoplancton. Elles ont la capacité, comme les plantes terrestres, de réaliser la photosynthèse, c'est-à-dire de transformer le CO2 en oxygène et en biomasse. La culture des microalgues est en plein développement. Pourquoi ne pas l'intégrer à nos villes en imaginant des bâtiments beaucoup plus intelligents ? Toutes les 10 à 24 heures, vous allez avoir une division cellulaire et une cellule mère va devenir 2 cellules filles. Et c'est comme ça qu'elles vont se développer, ça va se répéter ad vitam aeternam et croître dans leur milieu de culture. XTU est une agence d'architecture qui s'est intéressée à la culture des microalgues parce qu'elle s'intéresse avant tout à penser une ville plus durable en associant le vivant à nos villes, à nos habitats urbains. Les façades d'immeubles représentent un potentiel solaire inexploité pour des champs verticaux, finalement, pour de l'agriculture verticale. Et on peut effectivement y cultiver des microalgues qui, elles, ont besoin de beaucoup de soleil pour se développer. Quand XTU est venu nous voir au laboratoire GEPA, sachant qu'on travaillait sur la culture de microalgues depuis assez longtemps, ils nous ont proposé justement ce projet d'intégrer les cultures d'algues à des bâtiments. Et là, d'un seul coup, il fallait penser vertical en milieu urbain. Le laboratoire du GPEA a donc mis au point un photobioréacteur. Il s'agit d'une sorte d'aquarium où les microalgues poussent dans une lame d'eau de quelques centimètres d'épaisseur, comprise entre deux parois de verre. Cette innovation, appelée biofaçade, permet de mieux bénéficier du rayonnement solaire que dans des bassins. Elle assure une productivité de 2 à 5 fois supérieure. On a d'un côté les cultures d'algues qui ont besoin également de CO2. Un bâtiment va générer du CO2 par exemple par des chaudières et des nutriments qui peuvent être aussi apportés par les effluents liquides du bâtiment qui ont besoin de lumière. Donc sur les façades, on a la lumière. À l'inverse, vous avez un bâtiment qui a aussi des besoins par exemple de régulation thermique, de chauffage ou de refroidissement. Vraiment, c'est l'interaction entre les deux qui est l'originalité majeure et l'innovation majeure du système. Alors effectivement, on est dans une approche totalement métabolique du bâtiment. Il n'y a plus de déchets véritablement. Tout ce qui est émis par le bâtiment, par les humains, par l'activité humaine, pourrait être valorisé beaucoup mieux et à ce titre servir effectivement une agriculture d'un nouveau genre. Votre système de culture de microalgues va devenir intéressant pour l'industrie des microalgues par rapport à un système classique. Parce que vous allez pouvoir produire sur toute l'année, grâce à la symbiose thermique, vous allez pouvoir diminuer les consommations énergétiques. On peut imaginer une ville du futur qui devient productive, qui produit une biomasse utile pour la santé, la cosmétique, la nutrition. Ça va être intéressant pour l'alimentation animale par exemple, mais aussi humaine en tant que complément alimentaire pour la santé. On va aussi pouvoir en extraire des produits d'intérêt comme des pigments
pour la cosmétique, des antioxydants. Hein. Et on va également retrouver à l'intérieur des microalgues des composés qui vont peut-être faire ce qu'on appelle la chimie verte, enfin les molécules de demain qui vont pouvoir remplacer au fur et à mesure la pétrochimie pour faire par exemple des bioplastiques ou des matériaux de ce type-là. Alors on sait que dans le monde, globalement, sur nos bâtiments, 50% des façades ensoleillées ne sont pas valorisées. Donc on pourrait imaginer à l'avenir des villes productives, des villes où sur toutes les façades on pourrait cultiver des microalgues. Demain, les immeubles de nos villes ne seront pas tous verts, même si les microalgues sont globalement verts. Les couleurs de ces façades vont être changeantes, vont évoluer même d'un jour sur l'autre en fonction des procédés de culture qu'on va utiliser. Les microalgues sont dans les océans l'un des principaux puits de captation du carbone de la planète. Si on développait demain très largement ce système d'algoculture verticale, une biofaçade pourrait capter 3 à 5 fois plus de CO2 que les espaces verts de nos villes. Nature égale futur. Comme un poisson dans l'eau. Lorsque l'on observe le déplacement des espèces marines, on constate qu'après des millions d'années d'évolution, l'efficacité de leur nage provient de leur mode de propulsion ondulatoire. Pour se mouvoir, ces espèces propagent une onde le long de leur corps, de la tête vers la queue, générant ainsi une force physique qui les fait avancer. Il n'y a donc pas de turbine ou d'hélice dans le monde marin. L'anguille, par exemple, est le modèle naturel le plus performant de nage, à la fois rapide et souple, et tous les poissons sont capables de s'adapter aux contraintes qu'ils subissent dans les courants. Ce mouvement naturel est aujourd'hui une nouvelle source d'innovation pour produire de l'énergie. La membrane et l'énergie est vraiment biomimétique. On a l'impression, quand on la voit bouger dans le bassin, de voir une anguille se déplacer sur le fond. Donc c'est un mouvement d'ondulation qui a été imaginé pour récupérer de l'énergie. Elle est composée d'un squelette en carbone époxy qui va donner sa rigidité à la structure. Et elle est recouverte d'une peau, d'une membrane en caoutchouc qui va capter la pression du fluide et déformer le squelette. Donc on a l'énergie cinétique du fluide qui va arriver sur la membrane, qui va la déformer. Moi, je travaille essentiellement sur le comportement de la membrane, sur quels paramètres on peut jouer pour qu'elle se déforme mieux, donc qu'il y ait une plus grande courbure et ainsi qu'on puisse récupérer plus d'énergie. Et une fois qu'elle est déformée, on a un système assez simple de bobines et d'aimants qui vont être en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre. Et donc c'est ce mouvement-là qui crée de l'électricité. Ces convertisseurs électriques sont un peu comme les muscles des poissons. Des tests sur un prototype 1/6 dans un bassin générateur de courant de l'Ifremer à Boulogne-sur-Mer, mais également des tests sur des modèles numériques, ont permis de valider la production d'électricité de cette future hydrolienne. Donc qu'on soit en rivière ou en mer, on n'a pas du tout les mêmes types de courants et les mêmes intensités. Alors nos tests numériques nous permettent de tester une large gamme de paramètres et ainsi pouvoir optimiser le mouvement en fonction du courant qu'on a. On peut s'adapter en termes de déformation de la membrane, notamment avec les convertisseurs qui sont réglables et ajustables en fonction du courant. Donc l'hydrolienne et l'énergie est vraiment faite pour tous les courants, que ce soit océaniques, fluviaux ou de marée. Sa capacité à fonctionner dans des courants marins à partir de 1 mètre par seconde permet d'installer cette hydrolienne dans 1000 fois plus de lieux que les hydroliennes existantes et dans de très nombreux fleuves partout dans le monde. On travaille pour limiter l'impact environnemental. Donc on a déjà un mouvement qui est assez fluide et qui ne perturbe pas de front les courants. Donc ça déjà c'est un atout majeur. Et ensuite on travaille aussi sur tout ce qui est caoutchouc et matériaux pour essayer d'être un maximum respectueux de l'environnement. Cette hydrolienne innovante inspirée de la nature peut fonctionner 24 heures sur 24. Elle représente la promesse d'une énergie durable, plus propre et moins chère. Elle pourra être installée dans de nombreux pays en voie de développement qui ne sont pas encore accordés à un réseau électrique.
De retour en plateau avec du coup Bertrand Houillon, Véronique Coussin et Jean-Paul van der Linden pour décrypter ce PCAET. Je me tourne directement vers vous. Le nom peut peut-être en effrayer certains, PCAET. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce plan dont va se doter Saint-Quentin-en-Yvelines d'ici la fin de l'année 2018? Véronique Coussin. Oui, donc le plan climat-énergie territorial, c'est un document cadre, donc c'est une obligation pour les collectivités de la taille de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça se met en place comme beaucoup de documents cadres, c'est-à-dire qu'on a 3 phases. À l'issue de ces 3 phases, on aura donc un plan d'action. Ce plan d'action, il comportera des fiches qui seront portées pas uniquement par l'agglomération, mais également par certaines communes qui le souhaitent, par des associations, par des entreprises. Le but, c'est d'avoir des actions qui soient les plus transversales possibles et qui touchent le maximum de thématiques possibles. Le plan climat et énergie territoriale, ça peut toucher et les transports et les circuits courts alimentaires, tout ce qui concerne le bâti. Donc quand on parle de bâti, tout le monde est touché, que ce soit les habitants, que ce soit les entreprises ou les collectivités. L'objectif, c'est de mettre en place des mesures pour aider la France à respecter ses engagements climatiques qui sont de 40% de réduction des gaz à effet de serre, 32% d'énergie renouvelable. C'est soutenir, la France dans cette démarche-là? Oui, soutenir la France et puis également être en accord avec le schéma régional climat-énergie parce que c'est la région qui est chef de fila. Le but, c'est vraiment que chaque action puisse participer à réduire donc les gaz à effet de serre, développement des énergies renouvelables et puis une qualité de vie sur le territoire et qui soit la meilleure possible pour les usagers. Bertrand Houillon, on est en cours d'élaboration de ce plan-là, mais quel type de mesures, par exemple, pourraient être mises en place? Quel type de normes on pourrait voir le jour à Saint-Quentin-en-Yvelines? Est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, des éoliennes implantées à Saint-Quentin-en-Yvelines? C'est une image qui peut marquer, qui peut faire sourire, mais c'est l'un des objectifs de ce PCAET, la production et la consommation des énergies renouvelables. Le PCAET va partir d'un diagnostic, et notamment un diagnostic sur nos capacités en termes d'indépendance énergétique. Aujourd'hui, on n'en est pas à savoir si on va planter telle éolienne ou si on va utiliser plutôt des réseaux de chaleur, etc. Tout ça est dans un diagnostic qui est en cours de finalisation. L'objectif, bien entendu, est vraiment d'avoir dans ce PCAET des chiffres qui seront justement atteignables et en objectif vraiment d'atteindre comme 40% de diminution des émissions de CO2, comme justement l'objectif très ambitieux de 32% d'énergie renouvelable. Le tout, c'est qu'au niveau de notre territoire, on trouve les meilleures possibilités d'énergie renouvelable. C'est peut-être pas forcément l'éolien, en fonction de certaines contraintes environnementales, d'espace aussi disponible au-delà de l'environnement urbain. C'est peut-être plutôt les réseaux de chaleur par rapport aux premiers éléments qu'on trouve de cette étude, de ce diagnostic sur les énergies. C'est peut-être également sur un petit peu de solaire par rapport à l'ensemble du bâti qui existe. Tout ça doit vraiment nous porter sur des éléments concrets de mise en place. Il est hors de question qu'on ait aujourd'hui un PCAET qui soit uniquement un plan, qu'on se dise de toute façon c'est pour 2030, 2050, c'en sera d'autres. Non, il faut qu'on puisse mettre en place ces objectifs concrets dès maintenant. Est-ce que c'est exagéré de dire que c'est un peu notre accord sur le climat local? Ça parle beaucoup, l'accord sur le climat. Est-ce qu'on peut dire que ce sera l'accord climat de Saint-Quentin-en-Yvelines? Véronique Coussin, ou alors exagéré comme expression? L'accord climat, c'est peut-être l'accord qui est un petit peu fort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce plan, c'est quelque chose qui doit faire lien, qui doit faire sens pour tous. Donc un accord, oui, entre tous, pour que tous puissent mettre en place une action, que ce soit chez soi, ou que ce soit au niveau de son travail, dans son mode de transport, les habitudes de vie, les modes de vie. Ça peut bouleverser un peu les modes de vie. Oui, bien sûr, bien sûr. La réduction des gaz à effet de serre ou la mise en place des énergies renouvelables, que ce soit dans son habitat ou sur le bâtiment de son entreprise, c'est un changement de mode de vie. La
sobriété énergétique, la diminution des consommations énergétiques, c'est un changement de mode de vie. C'est quelque chose qui est très important. Donc un accord, oui, un accord entre tous. Je pense qu'on peut parler d'accord dans ce cadre-là. Oui. Jean-Paul van der Linden, ça permet de replacer un peu les choses aussi, ce débat, cette discussion, de voir que finalement le réchauffement climatique, on a peut-être l'impression que ce sont uniquement les décideurs politiques, économiques qui ont la main là-dessus, mais finalement le local aussi a une part à jouer. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire à quel point c'est important le local dans le réchauffement climatique? Alors ce qui est fantastique avec un dispositif comme le PCAET, c'est que c'est une question de changement de mode de vie, mais c'est aussi une question d'augmentation de qualité de vie localement. Et ça, on doit se rappeler que la lutte contre les changements climatiques, ce n'est pas que se priver. C'est aussi améliorer un développement économique, mais centré sur une transition économique vers l'économie verte. C'est aussi se préparer à différentes échelles de temps pour s'adapter, car le changement climatique aura lieu. Nous devons faire des efforts, mais il aura lieu, il a déjà lieu aujourd'hui. Je travaille dans des endroits qui en vivent le choc. Et donc, se préparer est aussi important qu'atténuer. Et se préparer, ça veut dire, quand je me déplace à vélo, j'augmente ma santé générale, je diminue mon poids, ce qui est agréable. Toute une série de choses positives arrivent et en même temps j'atténue. Et en même temps, je deviens plus fort pour faire face aux changements à venir. Et donc, dans ce dispositif PCAET, qui est très innovant, je suis assez fier d'être en France pour ça, c'est un dispositif qui touche la qualité de vie de façon transverse et localement. Et qui permet aussi peut-être de répondre à des besoins ou des devoirs territoriaux qui ne sont pas les mêmes à l'échelle d'un pays. Par exemple, qu'on vient d'une ville côtière ou d'une ville en Île-de-France. Oui, exactement. Il y a un exemple que j'aime beaucoup. C'est par exemple les corps de métier. Il va y avoir un changement dans la nature des corps de métier. Aujourd'hui, si vous voulez vous chauffer vertueusement, vous avez du mal, ça existe, mais vous avez du mal à trouver un chauffagiste. Et bien là, il y a une opportunité à saisir, car une série de personnes feront une transition, privée, à titre personnel, mais devront embaucher des gens pour la faire. Et ça, typiquement, une politique locale, une politique territorialisée, peut faire la différence et peut même donner un avantage compétitif à certains territoires qui prendront de l'avance sur d'autres. Bertrand Houillon, Jean-Paul van der Linden parlait du fait que le changement climatique, pour que ça parle peut-être aux citoyens, c'est aussi de faire passer le message que ce n'est pas uniquement des privations, mais c'est aussi un gain pour soi personnel. Est-ce que c'est aussi le but, faire de la pédagogie pour que les citoyens adhèrent et le tissu local adhère à ce projet, à ce plan climat, air, énergie territorial? La sensibilisation est particulièrement importante sur les transformations des modes de vie, mais je pense aujourd'hui, pour avoir eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'acteurs du territoire, notamment acteurs associatifs et puis habitants, pour pouvoir partager et discuter très régulièrement avec un certain nombre. Le changement de considération par rapport au changement climatique est aujourd'hui en train de rentrer dans les mœurs. Maintenant, il va falloir assez rapidement, selon vous? Ça fait quelques années que c'est en train de se faire. Maintenant, il va falloir passer à l'action. Mais pour pouvoir passer à l'action, il est important qu'en tant que collectivité, on puisse aussi montrer l'exemple sur nos bâtiments, par exemple, montrer l'exemple sur les modes de transport qui sont disponibles, sur les aménagements qui peuvent être faits en termes d'habitat, en termes de rapprochement habitat-emploi. Tous ces éléments-là doivent aussi, justement, nous permettre d'accompagner cette transformation qui doit être aussi une transformation individuelle. Aujourd'hui, un habitant qui se dit je vais aller à mon travail à vélo, par exemple, on ne l'entend pas forcément de manière très régulière dans notre territoire. On trouve toujours le fait qu'il pleut souvent, qu'il y a des côtes, et puis qu'il n'y a pas d'aménagement cyclable ou qu'il n'y a pas de lieu de stationnement. Donc tout le monde a un rôle à jouer, les collectivités, mais aussi les citoyens. Et c'est ça vraiment l'objectif de ce plan, c'est que tous les acteurs, tout le monde est acteur de ce plan-là. C'était déjà le cas sur le précédent, puisqu'on avait un précédent plan depuis 2013 à 7. Ça a permis de lier les différents acteurs qui sont présents, les entreprises, les collectivités, les habitants, les associations. Aujourd'hui, on va pouvoir passer, tout le monde se connaît, on va pouvoir maintenant passer sur ce nouveau plan à des actions plus concrètes en termes d'aménagement, en termes d'accompagnement, en termes d'innovation. Il y a d'autres sujets pour la réduction de l'impact climatique local. Il y a par exemple les éclairages publics, c'est un enjeu important localement. Il y a aussi la réduction des déchets, tout le monde peut agir. Et puis l'an passé, l'agglomération avait lancé une consultation numérique auprès des habitants pour aussi, j'imagine, intéresser les habitants à ce plan-là.
Qu'en est-il ressorti ? Est-ce que vous sentez localement un intérêt pour ce sujet-là, Véronique Houssin ? Oui, donc la concertation numérique, c'était pour nous quelque chose de très important, justement pour avoir le retour donc des habitants et des usagers du territoire, puisqu'il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent travailler sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Cette concertation nous a permis de voir qu'il y avait déjà des actions, que beaucoup d'actions étaient mises en place à titre personnel. On part pas de zéro, c'est ça aussi? Non, pas du tout, on part pas de zéro. Après, les thématiques qui sont ressorties sont toujours à peu près les mêmes, hein, c'est-à-dire que l'importance de la mise en place de transports doux, donc on est toujours sur un changement d'habitude, comme le disait Monsieur Houillon, hein. Tout ce qui est économie circulaire, tout ce qui est la possibilité de se nourrir de produits locaux. Donc ça fait aussi partie des actions qui vont être mises en place dans le cadre du plan climat. Qui sont possibles localement, par exemple? On peut se nourrir localement. Alors, on ne peut pas se nourrir entièrement localement. Cependant, oui, on a la possibilité de se nourrir localement. Quand on parle de local, on est sur un rayon de 150 km. Donc, on est quand même assez large, mais c'est possible aussi. La concertation, elle nous a aussi fait des propositions, c'est-à-dire que dans le cadre de cette concertation, il y avait une question, c'était qu'est-ce que vous feriez sur le territoire pour s'adapter au changement climatique. Donc il y a aussi eu un certain nombre de propositions qui sont ressorties. Est-ce que vous avez des exemples, peut-être un ou deux à nous donner, qui vous ont marqué, vous, qui sont revenus en masse? Alors, il y a tout ce qui est qui peut paraître pour certaines personnes somme toute logique, mais tout ce qui est donc sobriété énergétique, participer à l'électricité qu'on peut appeler verte, donc c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, hein, mais participer financièrement pour qu'il y ait des nouvelles sources d'énergie qui puissent être mises en place sur le territoire. Donc ça, on voit bien qu'il y a quand même une volonté de pouvoir travailler ensemble et qu'il y ait des accords avec les différents acteurs du territoire pour lutter contre le changement climatique. Donc le but, vous le disiez, c'est d'ici la fin de l'année d'avoir un plan d'action, de mettre en place des actions locales. Pour ça, il faut faire un diagnostic. Vous l'évoquiez, Bertrand Houillon. Est-ce que vous avez déjà commencé à le faire? Est-ce que vous pouvez ressortir quelques idées majeures de ce diagnostic? Est-ce qu'on est sur un territoire, j'ai envie de dire, éco-responsable? Est-ce qu'il y a de grosses faiblesses, de grosses qualités déjà à Saint-Quentin-en-Yvelines? Donc, comme le dit M. Houillon, le diagnostic est en cours de finalisation. Donc vous avez une idée? C'est compliqué de vous donner tout l'ensemble de ce qui ressort. Mais c'est vrai qu'on a, dans le cadre du plan climat, on a des obligations d'études, donc des études obligatoires par rapport à la vulnérabilité du territoire, par rapport justement au développement des énergies renouvelables, aux émissions de gaz à effet de serre. Et puis, c'est vrai que Saint-Quentin a voulu aller plus loin dans le cadre du diagnostic. Donc, nous, on s'appuie aussi sur le Conseil de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui fait part aussi de son retour sur le diagnostic. On s'appuie aussi donc sur la concertation numérique et puis on s'appuie aussi sur les autres plans cadres de Saint-Quentin, tels que le projet de territoire où il y a aussi eu un diagnostic. Le but, c'est d'avoir le maximum de retours et d'informations pour proposer une stratégie et un plan d'action qui en découle, qui soit vraiment quelque chose qui réponde aux attentes et qui soit localement faisable. C'est très important de voir qu'on a tous une forme de territoire différente et que ce qui est possible à Saint-Quentin n'est pas obligatoirement possible sur un territoire même de région Île-de-France. On a des problématiques qui sont différentes, mais on a aussi des atouts qui sont différents. Donc le but, c'est bien de s'appuyer sur ces atouts-là pour lever les obstacles et pouvoir faire de Saint-Quentin donc un territoire le plus en adéquation avec l'adaptation au changement climatique. Jean-Paul van der Linden, vous, en tant que spécialiste de ces sujets-là, vous êtes professeur à l'UVSQ, membre de l'Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous êtes aussi amené à beaucoup voyager pour répondre à ces sujets climatiques. Et quel regard vous portez sur les besoins de ce territoire-là, de Saint-Quentin-en-Yvelines? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place localement? Qu'est-ce qui est faisable en agglomération parisienne, par exemple? Oui, alors, plutôt que de parler de besoins, je vais d'abord parler de force, parce que c'est très important. La première chose, et je pense que la consultation numérique parle de ça aussi, c'est les incroyables compétences qui sont présentes sur le territoire. On a à la fois une population de personnes qui travaillent ici et de personnes qui vivent ici, qui sont très éduquées et prêtes à agir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument fantastique pour un territoire. Ça veut dire qu'il peut avancer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoins, mais ça veut dire que les besoins sont qualitativement différents et que l'interfaçage avec la population peut être plus facile, plus difficile selon les enjeux. La deuxième chose, c'est évidemment, et là je prêche pour ma chapelle, c'est la présence de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à Saint-Quentin, qui est quelque chose de fabuleux, indépendamment du fait que cela m'emploie. Cela apporte une expertise dans laquelle les gens piochent. Et je parle de mes collègues, de mes étudiants, de mes stagiaires. Il y a là quelque chose de très, très utile dans le cadre d'un
plan transverse, d'un plan qui touche tous les secteurs de la connaissance, tous les secteurs de l'économie, eh bien on a une université pluridisciplinaire qui est là et qui peut se mettre au service du territoire. Alors, les besoins. La question de l'autonomie énergétique est une question très compliquée, je pense, au niveau des besoins. Nous sommes un territoire qui s'urbanise, et c'est normal, c'est la tendance. La population se concentre en Île-de-France, et ça a du bon. Mais en s'urbanisant, les opportunités de libération d'espace pour de la production d'énergie, eh bien, elles diminuent. Et donc, il faut arriver à trouver un moyen de faire ce qu'on appelle une transition énergétique, mais une transition énergétique qui ne vient pas brider les possibilités du territoire. C'est typiquement l'histoire de l'éolienne. Concrètement, de jouer sur les deux, c'est vrai qu'on pourra aussi faire réagir Bertrand Houillon là-dessus, mais on est sur un territoire où l'innovation, l'économie est souvent mise en avant. Est-ce que ça, c'est vraiment faisable en ayant des contraintes environnementales importantes? Déjà, M. van der Leyden, et puis après. Je vous donne un exemple simple d'innovation de gouvernance. Donc on ne parle pas d'innovation technologique, mais la technologie joue un rôle. Par exemple, l'installation de capteurs réellement intelligents qui parlent à nos structures techniques, à nos politiques, et qui, en temps réel, dressent un diagnostic. Déjà, ça permet de shifter le poids de la production vers une plus grande frugalité au niveau de la consommation sans que ce soit nécessairement frustrant. Et aujourd'hui, la technologie nous permet de récolter cette donnée en temps réel pour informer en temps réel le décideur. Donc là, on a déjà quelque chose qui, je pense, pour notre territoire est assez prometteur. La deuxième chose, c'est les micro-productions décentralisées. Et ça, c'est tout un défi. Qu'est-ce que vous entendez par là, peut-être pour ceux qui ne sont pas spécialistes du sujet, dont moi Je ne suis pas très compétent sur les techniques, mais je pense que le photovoltaïque a malheureusement eu un pic, et puis un certain désintérêt, un peu lié à la fiscalité, avec des marches avant et des marches arrière qui a eu lieu, mais il y a quelque chose à travailler là-dessus. Il y a tout ce qui est travail sur la méthanisation. On a encore des producteurs agricoles ici, on a encore des déchetteries, des choses qui nous permettent de produire de l'énergie à partir du méthane, qui est un produit de la décomposition de la matière organique dans les déchets. Et là, j'arrive au bout de ce que j'imagine, mais j'imagine qu'il y a des gens qui pourront vous répondre mieux que moi là-dessus. Bertrand Houillon, sur cette problématique que j'ai soulevée sur l'intérêt économique important depuis de nombreuses années, à 50 ans en Yvelines, et sur le développement durable, urbanisation, est-ce que tout ça, on peut compiler tout ça, ou alors à un moment il va falloir freiner quelque part pour pouvoir respecter ces futurs engagements environnementaux? Aujourd'hui, le monde de l'entreprise s'engage aussi dans ces questions de transition. On a un club climat-énergie qui existe depuis justement le précédent plan à 50 ans en Yvelines, et qui permet d'avoir des discussions entre entreprises, des partages d'expériences, mais aussi avec nos collectivités. Et on s'aperçoit que sur notre territoire, on a aussi cette expertise économique, cette expertise en termes d'innovation pour aider notre territoire en transition. Tout ça, il faut qu'on puisse l'utiliser. Il faut que les entreprises qui sont présentes sur le territoire de Saint-Quentin utilisent aussi le territoire pour pouvoir mettre en pratique ces innovations. On dit souvent que Saint-Quentin en Yvelines est un territoire d'innovation. Justement, prouvons-le. En mettant l'ensemble de ses compétences, l'université de Saint-Quentin en Yvelines, en termes de recherche, les entreprises du territoire en termes d'application, les start-up qui existent sur notre territoire sont une véritable richesse. Et puis ensuite, les associations, les habitants ont aussi un certain nombre d'idées de mise en application, d'utilisation des espaces publics. Je prends un exemple qui peut paraître tout simple sur la remise de la nature dans les territoires. Ça doit nous permettre aussi de commencer à transformer notre territoire pour pouvoir nous adapter par rapport au changement climatique. Le fait de remettre des arbres dans les villes, le fait de lutter contre ces zones, alors je ne suis pas expert, mais ces zones particulièrement chaudes par rapport au béton dans des villes sans nature. Il faut qu'on remette du végétal dans les villes. Aujourd'hui, on a des associations d'habitants qui plantent des arbres dans nos communes. Ça peut paraître rien, mais en fait, c'est énorme par rapport à notre
obligation de nous adapter au changement qu'il va y avoir. Il y a les jardins partagés aussi qui sont des initiatives. Il y a ces jardins partagés par rapport à la consommation locale. On évoquait la production locale de nourriture, ce retour de l'agriculture directement auprès des territoires urbains ou dans les territoires urbains. C'est aussi un enjeu par rapport à l'alimentation locale, et on a un projet alimentaire qui est sur notre territoire avec Versailles Grand Parc et Paris-Saclay, qu'il faut qu'on puisse aussi mettre en œuvre. Il sera intégré dans ce plan climat et énergie. Vous parliez de Versailles Grand Parc, c'est une parfaite transition, Véronique Houssin, parce que même si c'est un plan qui va s'appliquer à 50 ans en Yvelines, les gaz à effet de serre, eux, n'ont pas de frontières. Est-ce que vous travaillez avec les autres collectivités aussi pour peut-être vous accorder sur des plans d'action plus globaux ? Alors, le projet alimentaire territorial est un très bon exemple par rapport à cette collaboration. Oui, en effet, bien sûr, on travaille. Moi, je travaille en lien avec mes homologues qui sont sur la communauté Paris-Saclay et Versailles Grand Parc. Le but, c'est, ayant des territoires qui, somme toute, ont une forme similaire, même si on n'a pas la même histoire, on est quand même des territoires périurbains, et donc de ce fait, on a quand même des problématiques qui sont similaires. Donc le but, c'est de pouvoir échanger, avoir un partage d'expérience, avoir un partage aussi en termes d'action. Et le projet alimentaire territorial est vraiment un projet sur lequel nous travaillons ensemble pour pouvoir tendre à mettre en place des circuits courts alimentaires sur ce territoire qui est beaucoup plus vaste, parce que le but, c'est de pouvoir justement faciliter les échanges et puis réduire aussi ce projet alimentaire territorial. C'est aussi le retour de l'alimentation plus locale, mais c'est aussi donc réduire les émissions, parce que plus on fait de transfert d'alimentaire, plus il y a des émissions. Là, le but, c'est en ramenant au local, on réduit les émissions. Donc c'est un vrai cercle vertueux. Allez-y. Et c'est aussi un développement économique, puisque qui dit qu'on rapproche la partie de production alimentaire dit aussi qu'il va falloir transformer ces productions alimentaires, et donc qui dit transformation dit emploi pour le faire. Et c'est des emplois à un moment donné qui ne sont pas délocalisables, et c'est la même chose par rapport à tout ce qui est obsolescence, par rapport à la réparation par exemple de l'électroménager. On a sur le territoire un secteur de l'économie sociale et solidaire qui aujourd'hui investit sur ces recycleries, ces possibilités de réparation d'outils du quotidien, la machine à laver, etc. Ouais. Je pense à Envie qui est sur le territoire de 50 ans en Yvelines. Ce sont des acteurs majeurs aussi pour pouvoir emmener cette nouvelle forme d'économie qui permet d'avoir ces circuits courts et cette durabilité par rapport à la vie quotidienne des habitants. Alors, une peut-être dernière question avant de conclure cette émission sur peut-être le coût que ça a de mettre en place une politique environnementale ambitieuse. On sait que c'est un peu, malheureusement encore, et ça le sera encore très longtemps, le nerf de la guerre, l'argent public mis à disposition. On en a de moins en moins. Jean-Paul van der Linden, est-ce que c'est un coût important, une politique environnementale ambitieuse, ou alors, comme vous le disiez, ça peut être un coût, mais aussi des gains. Vous le disiez tout à l'heure par rapport aux contraintes. Il ne faut pas voir ça uniquement comme des contraintes, mais comme un gain potentiel personnel. Est-ce que ça peut être aussi des rentrées financières nouvelles ? Oui, alors c'est une question un peu piège, mais il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est qu'une meilleure coordination de l'action publique, en climat, air, énergie, territoire, c'est économe. Ce qui est coûteux, c'est lorsque l'action publique est segmentée, fragmentée, lorsque les gens ne se parlent pas. Or, avec le plan climat, air, énergie territorial, on se lance dans une action vertueuse et économe. Donc je sais que je ne réponds pas à votre question précisément, mais les économies sont importantes sur les coûts. Dans les accords internationaux, c'est l'une des importantes problématiques. À chaque fois, c'est la mise en place de fonds verts pour soutenir les territoires les plus pauvres. Est-ce que localement... Alors, la mise en place de fonds verts, ça m'intéresse parce qu'il y a une dimension financière aussi, c'est-à-dire quand fait-on face aux coûts, quand fait-on face aux bénéfices. Et la vision politique, c'est effectivement d'accepter d'investir aujourd'hui pour récolter les fruits de demain. Et d'accepter que ce demain ne soit pas le demain de l'échéancier des élections, mais que ce soit le demain de l'échéancier de la naissance de nos enfants, de nos petits-enfants, dépendant de notre génération. Et donc, somme toute, ces coûts, ce n'est pas tant une question de coût net, c'est plutôt une question d'analyse coût-bénéfice sur le long terme. Et cette analyse coût-bénéfice est toujours en faveur
d'un certain niveau de protection Et ça, environnementale. les politiques le comprennent, selon vous? Je pense que les Après, politiques le comprennent. Je pense que la population le comprend. Et je pense que les intérêts de très court terme ne souhaitent pas le comprendre. Les gens qui ont des intérêts dans le court terme. Mais... Alors Bertrand Houillon, on se doute que vous n'avez pas d'intérêt à court terme, on l'imagine, on l'espère en tout cas. C'est un peu aussi ça l'enjeu politique. Il faudra voter ce plan. Est-ce que vous pensez que 50 ans en Yvelines va se doter aussi des moyens financiers pour avoir une politique ambitieuse environnementale? Est-ce que vous surveillez ça de près? Est-ce que vous êtes... La politique, c'est la responsabilité pour l'avenir. À un moment donné, c'est pas des préoccupations personnelles, d'échéances électorales. Ça ne doit pas l'être. La grande complexité par rapport au changement climatique, c'est en effet nos propres personnes par rapport aux échéances d'augmentation de température, ça nous dépasse. Par contre, ça ne dépassera pas les générations futures. Et c'est là notre responsabilité particulièrement importante, même si aujourd'hui, de temps en temps, sous nos climats, on voit poindre un certain nombre de dérèglements que parfois on nous dit c'est pas vraiment ça, il faut être vigilant. C'est vraiment des choses qui peuvent nous dépasser, mais on sait, et il faut surtout pas revenir dessus aujourd'hui, on sait que de toute façon il y aura un changement climatique. Aujourd'hui, notre responsabilité, c'est très directement et très concrètement sur nos territoires de pouvoir transformer nos bâtiments en économie d'énergie. Là aussi, c'est une question de financement. C'est-à-dire que dans 10 ans, dans 15 ans déjà, ou même l'année prochaine, l'évolution du coût des énergies fossiles pour les collectivités et donc pour l'impôt, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de pouvoir la maîtriser le mieux possible et donc de faire des bâtiments qui soient le plus économes possible. Et ces sujets-là, est-ce que vous sentez que vos collègues élus, avec une question qui peut paraître très simple et pas à la hauteur des enjeux, mais même les opposants en politique, est-ce que vous sentez que c'est une question transversale, que tout le monde a compris, ou alors qu'il y a... Je demanderai à mes collègues, puisqu'on travaille sur le projet de territoire et ce plan climat, air, énergie est inclus dans le projet de territoire, je leur demande de pouvoir inclure très directement dans le projet de territoire le fait que 50 ans en Yvelines, au-delà d'être un territoire d'innovation, soit justement ce territoire de transition par rapport aux changements climatiques qui vont avoir lieu. C'est une innovation par rapport à ce qu'on connaissait. Il faut sortir du concept années 80. On a eu une réussite économique sur 50 ans en Yvelines. On a un certain nombre de réussites en termes de transports locaux. On sait qu'on n'y est pas encore puisque 90% des habitants de la collectivité utilisent encore la voiture particulière. Donc il faut qu'on trouve toutes les innovations possibles ensemble pour pouvoir faire cette transition sur 50 ans en Yvelines. Et forcément, il faut que l'investissement soit tourné vers ça. C'est l'investissement, et c'est l'investissement pour l'avenir qui nous permettra derrière d'avoir un fonctionnement qui sera vertueux. Véronique Coussin, rapidement pour conclure cette émission sur le calendrier, où en est-on? 50 ans en Yvelines devra voter ce plan avant la fin de l'année, et là où en est-on concrètement? On tient le planning, hein. C'est toujours très compliqué de tenir un planning sur ce type de plan parce que c'est vrai qu'on a toujours envie d'aller plus loin et d'avoir un diagnostic le plus complet possible. Le diagnostic est en cours de finalisation, on va avoir des ateliers de définition de la stratégie territoriale, donc pour prioriser les actions à court, moyen et long terme, et puis un programme d'action qui va être mis en place courant mai. Donc dans ce cadre-là, l'ensemble des acteurs seront invités à venir participer aux ateliers, donc les associations, les acteurs économiques, les collectivités du territoire, pour pouvoir définir les actions et puis aussi pour pouvoir se porter acteur, mais vraiment pilote de fiche action du plan climat. C'est pas uniquement 50 ans en Yvelines, communauté d'agglomération qui sera pilote, mais c'est aussi des acteurs qui peuvent être pilotes d'action, et on aimerait beaucoup pouvoir mettre en place une charte des acteurs du plan climat, justement aussi pour aller vers cette innovation de gouvernance, cette innovation de mode de travail ensemble. Et puis un vote proposé au Conseil communautaire de septembre. Et puis, pour l'ensemble des habitants du coup et des acteurs dont vous parliez, il y a plus d'informations disponibles sur le site internet de l'agglomération sky.fr et puis aussi sur le site internet de l'ADEME. Merci à vous d'être venus en plateau pour ce numéro du 7-8 Société consacré donc à la mise en place à 50 ans en Yvelines d'un plan climat, air, énergie territorial. Un enjeu, on l'aura bien compris, important pour lutter contre le réchauffement climatique d'un point de vue local. Si vous souhaitez avoir plus d'informations
informations du coup, rendez-vous sur sky.fr ou sur le site internet de l'ADEME. Merci encore à vous. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du 7-8 Société.